un savoir militant et comment on fait pour le produire autonomement par rapport à l'université, d'une façon autonome par rapport à l'université. Donc j'évolue dans ces collectifs italiens, je le vois et je me dis que ça serait intéressant de le faire ainsi en France. C'est pour moi donc c'est ici que donc je commence à fréquenter donc à la fois si et les actions dont il a parlé tout à l'heure. Et attendez, est-ce que je vais terminer parce que sinon. Et je vais peut-être arrêter là. Mais si, parce que je pense qu'il y en a déjà fait. Et c'est là ce que je veux dire, juste pour terminer sur cette partie, là, c'est donc à la fois donc c'est la recherche actuelle donc aussi qui est traversée par cette expérience du collectif. C'est à partir donc de 2016 que je entame une nouvelle expérience sur la politique queer en France, en Italie, en Europe en général. C'est à partir donc de cette dialectique entre mon militantisme, mon engagement personnel politique et mon engagement politique à l'université que j'élabore donc la recherche que je mène actuellement sur les collectifs, et à partir de mon engagement personnel. J'arrête de faire de l'ethnographie classique, c'est-à-dire que j'arrête de prendre un cahier de notes, j'arrête de faire des entretiens pour le moment, parce que je suis partie prenante de cette recherche sur laquelle je travaille. Je considère, pour revenir à la question du point de vue, qu'à partir de mes lectures à la fois de Gramsci, de Lukács et du féminisme du point de vue, je considère que le savoir militant, le savoir des subalternes est un savoir à la fois foisonnant et beaucoup plus riche d'un savoir du God Tricks dont a parlé Isabelle tout à l'heure, c'est-à-dire d'un savoir surplombant et notamment d'un savoir majoritaire. Et donc, toute ma réflexion à partir de cette expérience, c'est de comment faire des sciences, non seulement d'un point de vue situé, d'un point de vue de ma propre position en tant que chercheur, en tant que chercheur queer, mais aussi de savoir comment on arrive à produire un savoir à partir de nous, pour nous, et qui prend en compte donc ces savoirs minoritaires. J'ai été pas très clair, mais on va peut-être revenir après. Bah, du coup, c'est un peu la même. En tout cas, les questions se sont posées un peu de manière similaire. En tout cas, ça résonne beaucoup avec le fait que moi, j'arrive pas à défaire le journalisme de mon militantisme, de ma pratique militante. Bon, en fait, les deux se sont tissés de manière un peu conjointe. Et je pense que si je suis devenu journaliste, c'est parce que j'avais besoin d'apprendre là où j'arrivais pas à trouver d'espace militant qui pouvait transmettre ces informations. Et du coup, le journalisme m'a nourri mon militantisme et vice-versa. Donc je fais partie de Regard, mais j'ai été aussi investi provisoirement à la relance du magazine d'études, ce qui m'a amené donc particulièrement à suivre les organisations, l'émergence des nouveaux groupes militants et à m'interroger aussi de la manière dont on raconte les luttes et dont la communauté, entre guillemets, LGBT se positionne vis-à-vis de ces luttes-là. Et dans un magazine, par exemple, vous imaginez comme d'études qui s'adresse quand même à un lectorat principalement gay, la question de la représentation des luttes est véritablement un enjeu et elle est évidemment toujours plus ancrée sur l'angle de l'égalité des droits pour tous, en particulier des droits des gays blancs, et particulièrement prompte à gommer, réduire la place, voire à décrédibiliser aussi des luttes qui vont être considérées comme plus marginales ou comme plus radicales, ce qui demande aussi, ce qui est aussi une demande constante, et c'est mon expérience au sein des différents médias, ce qui rend la position de journaliste engagé, que parfois je revendique
pas toujours évidente, d'adopter la neutralité selon leurs propres termes, donc c'est évidemment un terme à questionner, ce terme de neutralité. Ce que, voilà, qui demande aussi d'interroger parfois des opposants politiques, ce que je ne fais pas toujours. Mais en tout cas, ça veut dire aussi qu'il y a un choix conscient, et je pense que c'est quelque chose qu'on avait aussi au sein du collectif, qui est de quel récit on décide et quelle trace on décide de laisser, quel récit on décide de tisser, et que moi je revendique de pouvoir produire aussi nos propres récits et aussi de m'interroger en tant que journaliste à qui je vais interroger. Donc c'est aussi des choix d'aller couvrir par exemple plus la Pride de nuit que la marche officielle, l'existence, interroger des groupes comme le collectif intersexe par exemple, ou les féministes révolutionnaires, plutôt que donner la parole à des grandes instances habituelles. Donc malgré tout, c'est aussi une lutte, quand on parlait de lutte des savoirs, c'est aussi une lutte pour faire exister des sujets médiatiquement, à la fois au sein des rédactions, qui vont évidemment opter pour une vision beaucoup plus mainstream, sinon politiquement radicalement différente, et aussi une lutte ensuite pour pouvoir produire son propre récit en tant qu'activiste. C'est-à-dire que c'est quelque chose qu'on a vu particulièrement au sein de notre collectif, c'est qu'on a beau contacter les journalistes, faire cet effort-là, en plus avoir un réseau assez étendu puisqu'on était plusieurs journalistes dans le groupe, la manière dont les médias, eux, ensuite sélectionnent l'information, décident de produire leur propre récit, voire de nous déposséder de ce qu'on a créé, ou de venir isoler des slogans qu'ils ont fait rire, ou voilà, ils anglent de toute façon de la manière dont ils ont envie d'angler. Donc déjà ensuite essayer de garder la main sur ce qu'on produit en termes de traces et d'images, c'est aussi un véritable enjeu sur lequel on s'est constamment interrogé au sein du collectif. Et ce qui aboutit au fait que parfois, on l'assume je pense aussi, on produit nos propres articles pour les journaux pour lesquels on écrit, c'est-à-dire on signe aussi les actions qu'on fait, parce qu'on estime aussi que c'est important politiquement, par exemple d'écrire sur le cortège au sein des Gilets jaunes, ou d'écrire un article sur une de notre action dans le Post US à l'époque sur l'action sur le pont, puisque l'un des buts de notre action c'était aussi de décrédibiliser Macron sur la scène internationale vis-à-vis de sa position humaniste vis-à-vis des migrants. Donc la question de la double casquette journaliste-activiste, c'est aussi quelque chose en termes de qui continue moi personnellement de m'interroger, à la fois vis-à-vis des récits que je décide de mettre en avant ou de produire, quand bien même évidemment je sais que mon regard est biaisé et que mon récit sert une démarche et une intention militante. Et puis voilà, on parle des archives et de la mémoire archive, mais je pense que ça sera peut-être ou peut-être pas ma question. Je pense que je vais m'arrêter là. Et je pense qu'on a terminé, c'était justement cette notamment on a filmé. Et oui voilà, on a terminé la Bonjour, bonsoir. Merci pour l'invitation, merci Sacha. Je me sens un petit peu intimidée d'être ici, parce que je ne suis pas chercheuse. Je suis militante en fait. Je ne suis même pas journaliste. Je suis juste militante. Et du coup, ça pose plein de questions, y compris dans la façon dont je suis très intimidée par la façon de parler. Et alors, pour être tout à fait sincère, à la fois ça m'intimide, puis ça me met en colère, parce qu'il y a une partie de moi qui a envie de défendre le savoir concret, produit dans les luttes, que j'ai cherché à transmettre dans mon livre et qui m'intéresse. Ah, voilà, je vous livre un petit peu dans quel état je suis avant de parler, j'ai commencé à faire ça. Du coup, je m'appelle Juliette Rousseau, je suis donc militante. J'ai écrit un livre qui s'appelle Lutter ensemble pour de nouvelles complicités politiques, qui est paru en novembre aux éditions Cambourakis dans la collection Sorcière. Pour vous raconter un petit peu l'histoire de ce livre, en fait, ça part depuis ma pratique militante et une impasse en fait, que j'ai rencontrée à un moment donné. Je crois que cette impasse elle a commencé à prendre forme à peu près au moment où 6 mois on s'est rencontrés, au moment de la COP21 en fait, et plus spécifiquement au moment où l'état d'urgence a été décidé.
Je pense qu'à ce moment-là, il y a eu un certain nombre de, je sais pas, de dynamiques convergentes en tout cas, qui sont venues souligner la faiblesse du mouvement politique auquel j'appartenais, ou en tout cas que je soutenais ou que je défendais. Cette faiblesse politique, elle tenait notamment à l'incapacité de penser ce qu'on appelle les premières impactés sur les sujets qu'on défendait, notamment le climat. Et je pense que ça a été aussi des interpellations assez personnelles qui m'ont été faites, puisqu'à l'époque j'occupais une position très visible. J'étais porte-parole de la société civile et de ce qu'on appelait la contre-COP21, même si tout le monde n'était pas d'accord pour cette terminologie. Moi j'avais donc une position très visible, une position de pouvoir, et des interpellations qui m'ont été faites sur ma légitimité ou ma non-légitimité à occuper cette place. Interpellations que j'ai eu envie de prendre au sérieux. Après la COP21, je suis allée m'installer à la ZAD de Notre-Dame-des-Landes avec un groupe de potes. Je pense qu'on partageait l'envie. Après la grande foire qu'avait été la COP21 et le grand enfumage qu'avait été l'accord de Paris, on avait envie de participer à une lutte concrète et je crois qu'on avait aussi vraiment envie de pouvoir voir une victoire dans nos vies. À cette époque-là, je m'imaginais que le fait de gagner contre le projet d'aéroport serait en soi une victoire. Et au jour d'aujourd'hui, j'ai plus de mal à dire ça, mais en tout cas à l'époque, c'était comme ça que je me le figurais. Et puis je m'imaginais aussi que, spécifiquement sur la question des dominations, j'allais trouver à la ZAD des pratiques qui seraient, entre guillemets, plus avancées, ou en tout cas plus fouillées, ou plus intéressantes que ce que moi je connaissais jusque-là. Pour le dire vite, moi j'étais plutôt dans un militantisme d'organisation politique, où c'est un militantisme d'horaire de bureau. Enfin, non, c'est un peu bête de le dire comme ça, mais en tout cas, vous voyez, c'est pas tellement... Enfin, c'est un militantisme de journée. Disons que c'est pas quelque chose qui prend autant de place dans la vie que quand on va habiter un territoire en lutte, qu'on choisit de laisser derrière soi ses privilèges au sens en général, on laisse un travail, on laisse un tissu affectif, etc. Et on va occuper une zone en lutte, squatter et se retrouver dans une forme de précarité matérielle et en même temps de se retrouver brassé dans des choses assez intenses parce que justement on partage une lutte et on partage aussi une façon d'habiter, on partage un territoire et que viennent de là des choses assez complexes mais du coup aussi qui transforment. C'était ça que moi je recherchais. Et j'ai été assez frustrée de ce que j'ai trouvé à la ZAD, à la fois en tant que féministe et à la fois sur d'autres considérations liées